Sarah Chen, la capitaine de l'Atrocité, prenait son café dans son petit appartement de Nouvelle-Terra lorsque tous les écrans de la colonie s'allumèrent brusquement. Les nouvelles du matin disparurent, remplacées par quelque chose qui allait changer l'humanité à jamais. L'image montrait un immense vaisseau extraterrestre flottant dans l'espace. C'était d'une beauté terrifiante, avec ses courbes douces et ses lumières scintillantes qui pulsaient comme un battement de cœur. Sarah n'avait jamais rien vu de tel. Personne d'autre sur Nouvelle-Terra, ni sur aucun autre monde humain d'ailleurs. Une voix s'éleva dans les haut-parleurs. Calme et froide, elle parlait un anglais parfait, dénué de toute émotion. Salutations, humains. Nous sommes l'Empire galactique zéphyrien. Nous avons régné sur cette galaxie pendant 10 000 ans. Sarah posa sa tasse de café. Ses mains tremblaient déjà. Votre espèce s'est étendue au-delà de votre planète natale sans autorisation. Vous avez établi des colonies sur des mondes appartenant à l'espace civilisé. Cela ne peut plus continuer. La caméra s'est éloignée pour montrer des dizaines de vaisseaux extraterrestres encerclant New Terra. Sarah pouvait désormais les voir par la fenêtre de son appartement, masquant les étoiles. Ils étaient polyvalents partout. Pour illustrer les conséquences d'une expansion non autorisée, nous allons maintenant proposer une exposition pédagogique. Le premier rayon de lumière descendit du ciel comme un éclair. Il frappa le continent nord de New Terra, et tout y disparut, montagnes, forêts, villes, habitants, dans un éclair de lumière blanche. Sarah vit 10 millions de personnes mourir en 3 secondes, mais les extraterrestres n'en avaient pas fini. Cette émission est diffusée simultanément à toutes les colonies humaines. Vous observerez la stérilisation complète de 3 mondes coloniaux. La première population de New Terra s'élève à 3,2 milliards d'habitants. D'autres rayons tombèrent. Le continent sud disparut, puis les îles de l'Est. Sarah courut à sa fenêtre et leva les yeux vers les vaisseaux extraterrestres. Ils étaient si proches qu'elle pouvait distinguer les détails de leur coque. L'un d'eux pointait directement vers sa ville. Remarquez l'efficacité de nos systèmes de bombardement orbital. Remarquez comment le faisceau de désintégration moléculaire ne laisse aucune trace de matière organique. Ceci est considéré comme une méthode humaine de réduction de la population dans l'espace civilisé. La ville de Sarah a disparu autour d'elle. Sur Terre, Marcus Rivera a suivi la diffusion depuis son bureau du Conseil de défense mondiale. Analyste militaire, il était formé à garder son calme en situation de crise. Mais rien ne l'avait préparé à cela. L'écran se divisa en 3 sections. New Terra avait déjà disparu, réduite à une boule de roche en feu. Les extraterrestres montraient maintenant 2 autres mondes. Haven, Prime et ses cités flottantes au-dessus des nuages, et Kepler's Hope, où l'humanité avait construit de vastes cités souterraines. Deuxième cible, Haven Prime. Population 4,1 milliards d'habitants. Les cités flottantes de Haven Prime avaient été la plus grande réussite de l'humanité. Elles utilisaient la technologie antigravité pour construire des métropoles entières qui s'élevaient à travers les nuages, tels des rêves devenus réalité. Marcus y était allé un jour avec sa fille. Elle avait adoré regarder les voitures volantes évoluer entre les tours. Les rayons extraterrestres traversèrent l'atmosphère comme des doigts de la mort. Chaque ville flottante explosa en poussière au contact de la lumière. 4 milliards de personnes moururent sous les yeux de Marcus. Impuissante. Troisième cible, l'espoir de Kepler. Population 3,7 milliards d'humains. Les cités souterraines de l'espoir de Kepler avaient été construites pour protéger les colons des conditions difficiles de la surface de la planète. Des kilomètres de tunnels reliaient de vastes cavernes où des millions de personnes vivaient et travaillaient. Les colons pensaient être en sécurité sous terre. Ils se trompaient. Les armes extraterrestres transpercèrent en la croûte terrestre comme si c'était du papier. Les cités souterraines s'effondrèrent une à une. Marcus put voir. La surface de l'espoir de Kepler se fissurait, tandis que les rayons détruisaient tout en dessous. 3 milliards de personnes supplémentaires disparues.
Le total des victimes humaines s'élevait à 10,9 milliards. Manifestation terminée. La voie extraterrestre continuait avec le même calme terrible. Humains de la Terre et des colonies restantes, vous avez été témoins du prix à payer pour avoir défié l'espace civilisé. Votre espèce se soumettra désormais à l'autorité impériale ou sera menacée d'extinction complète. Sur l'écran, un nouvel extraterrestre apparut. Celui-ci ressemblait presque à un humain, à l'exception de sa peau argentée et de son troisième œil au centre du front. Il portait une robe ornée de symboles qui semblaient bouger sous le regard de Marcus. « Je suis le haut administrateur Zélix de l'Empire zéphyrien. Votre espèce dispose de 47 jours pour accepter le statut de tributaire. Vous rendrez tous vos vaisseaux militaires. Vous abandonnerez toutes les colonies au-delà de votre système d'origine. Vous paierez un tribut d'1 million d'humains par an pour le service impérial. Vous accepterez des observateurs impériaux sur votre planète d'origine. » Marcus se sentit mal. 1 million d'humains par an. Il voulait des esclaves. Si vous acceptez ces conditions, votre espèce pourra exister sous la protection impériale. Si vous refusez, nous vous ferons une démonstration de nos méthodes pédagogiques. La population terrestre, forte de 8 milliards d'habitants, constituera une leçon adéquate pour toute autre espèce primitive qui envisagerait une expansion non autorisée. L'émission montrait la Terre vue de l'espace. Des centaines de vaisseaux extraterrestres encerclèrent la planète, leurs armes pointées vers le sol. Le message était clair. Vous avez 47 jours. Choisissez avec discernement. Les écrans devinrent noirs. Dans le silence qui suivit, Marcus entendit des pleurs dans les couloirs devant son bureau. Quelqu'un hurlait. Des alarmes de voitures se déclenchèrent dans les rues en contrebas. Le monde venait d'apprendre qu'il n'était pas seul dans l'univers et que ses nouveaux voisins étaient nés des monstres. Marcus déploya son système de communication sécurisé et commença à passer des appels. Il parvint à joindre l'amiral Patricia Wang au commandement de la flotte du Pacifique. Elle pleurait. « Tu l'as vu ?» murmura-t-elle. « Je l'ai vu », répondit Marcus. 10 milliards de personnes. Ils ont tué 10 milliards de personnes, comme s'ils avaient marché sur des insectes. Marcus ferma les yeux. Il avait des amis sur Nouvelle Terra. Son colocataire d'université avait déménagé à Haven Prime avec sa famille. Tout était parti. « Que faire ?» demanda l'amiral Wang. Marcus observa les données sur son écran. Les vaisseaux extraterrestres étaient massifs, leur technologie clairement supérieure, et il venait de démontrer qu'ils commettraient un génocide sans hésitation. Toute analyse rationnelle dictait que l'humanité devait capituler immédiatement. Mais Marcus pensait à autre chose. Il pensait à sa fille et à la façon dont elle avait ri en regardant les voitures volantes sur Haven Prime. Il pensait aux 10 milliards de personnes qui étaient en vie ce matin-là et qui n'étaient plus que des atomes flottant dans l'espace. « Nous devons convoquer une réunion d'urgence du Conseil mondial, » dit Marcus. « Tous les chefs militaires, tous les scientifiques, tous les ingénieurs. Nous devons comprendre à quoi nous avons affaire. Marcus, ils ont des vaisseaux encerclant la Terre. Si nous agissons de manière agressive, ils nous tueront de toute façon. » Marcus l'interrompit. « Vous avez entendu ce qu'ils veulent, un tribut, des esclaves, des observateurs sur notre monde. Et si on leur donne tout ça, que se passera-t-il s'ils décident qu'il leur en faut plus? Que se passera-t-il s'ils s'ennuient et veulent y faire une autre émission éducative ?» L'amiral Wang resta silencieux un long moment. « Vous parlez d'une guerre contre un empire qui vient de détruire 3 mondes en quelques minutes. »« Je parle de survie, » dit Marcus. « Ils nous ont montré ce qu'ils valent. La question est, qui sommes-nous » 3 heures plus tard, Marcus était assis dans une salle de conférence sécurisée, au cœur du quartier général du Conseil de défense mondial. Autour de la table se trouvaient les plus puissants dirigeants militaires et politiques de la planète. Tous les visages affichaient la même expression de choc et de chagrin. Le général Hassan prit la parole le premier. La flotte extraterrestre autour de la Terre est composée d'environ 400 vaisseaux. Notre flotte mondiale compte 67 vaisseaux, la plupart étant des vaisseaux d'exploration dotés d'armes minimales. Leur technologie est clairement supérieure, a ajouté le docteur Sarakim du Conseil scientifique.
Les faisceaux de désintégration moléculaire qu'ils ont utilisés témoignent d'une maîtrise de la physique que nous maîtrisons à peine. Le président Chen se pencha en avant. Nous sommes donc d'accord sur l'impossibilité de résister? Marcus se leva. Tout le monde le regarda. Non, nous ne sommes pas d'accord. Marcus, sois raisonnable, dit le président Chen. Ils ont le pouvoir de détruire des mondes. On ne peut pas lutter contre ça, n'est-ce pas? Marcus activa un écran holographique montrant la transmission extraterrestre. Regardez comment ils ont fait. Regardez leurs vaisseaux, leurs armes, leurs tactiques. Ils ont déployé une force écrasante contre des colonies sans défense. Mais avez-vous remarqué ce qu'ils n'ont pas fait? La pièce était silencieuse. Ils n'ont pas débarqué de troupes. Ils n'ont pas tenté de s'emparer de notre technologie. Ils n'ont pas interrogé de prisonniers, ni étudié nos défenses. Ils viennent de tout détruire en orbite. Marcus marqua une pause. Cela m'apprend quelque chose d'important. Ils ne sont pas intéressés par une vraie guerre. Ils veulent des victoires rapides et faciles contre des cibles sans défense. Où voulez-vous en venir? Demanda le général Hassan. Marcus parcourut la salle du regard, observant les visages des dirigeants de la Terre. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont simplement commis une erreur. Ils nous ont montré précisément ce qu'ils étaient et ce pourquoi nous nous battions. Et ils nous ont donné 47 jours pour nous préparer. La salle a explosé de disputes, mais Marcus n'écoutait plus. Il pensait à 10 milliards d'humains morts et à la façon de faire payer les extraterrestres pour chacun d'eux. Dehors, les vaisseaux extraterrestres attendaient en orbite, confiants que les primitifs feraient le bon choix. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de réveiller. 23 jours s'étaient écoulés depuis la diffusion. La réaction officielle des gouvernements terrestres était exactement celle à laquelle les extraterrestres s'attendaient. Panique, débat et lente progression vers la reddition. Le président Chen se tenait devant l'Assemblée mondiale. Le Conseil de sécurité a voté, à la lecture des remarques préparées, l'ouverture de négociations avec l'Empire zéphyrien. Nous devons prendre en compte la sécurité des 8 milliards d'habitants de la Terre. Dans la tribune, Marcus Rivera observait les débats avec dégoût. 3 semaines de réunions, de votes et de discours politiques mesurés, tandis que des vaisseaux extraterrestres tournoyaient au-dessus de nos têtes, tels des vautours. Les politiciens allaient capituler, sacrifier la liberté de l'humanité pour sauver leur peau. Marcus se glissa hors de la salle de réunion et prit un ascenseur jusqu'au sous-sol 7. Le Conseil de défense mondiale comportait plusieurs niveaux, mais la plupart des gens ignoraient l'existence de ceux situés en sous-sol. Il traversa des couloirs qui n'apparaissaient sur aucun plan de bâtiment public, jusqu'à atteindre une porte indiquant « Archives ». À l'intérieur, 50 personnes étaient assises autour d'une table de conférence. Ce n'étaient ni des politiciens, ni des diplomates, mais des officiers, des scientifiques, des ingénieurs et des industriels, des gens qui construisaient et détruisaient des choses pour gagner leur vie. Amiral. Wang leva les yeux à l'entrée de Marcus. Comment s'est déroulé le vote? Comme prévu, ils forment un comité de reddition. Marcus prit place, ce qui nous laisse environ 2 semaines avant que l'humanité ne devienne officiellement esclave. Le docteur Elena Vasquez, du complexe industriel de Mars, prit la parole. Mes usines de fabrication sont prêtes. Nous avons converti 60% de notre capacité de production sans que personne ne s'en aperçoive. La couverture médiatique concernant l'augmentation des équipements d'extraction d'astéroïdes tient. Bien, répondit Marcus. Et les autres colonies? Répondit le colonel James Park depuis l'écran montrant son image de la station Europa. La base Titan est entièrement convertie. Les mineurs de glace construisent maintenant des réacteurs à fusion. CERS Industrial produit ce qu'ils appellent des drones minières avancés. Et le consortium BELT mobilise tous les transporteurs de roches du système sur le projet. Marcus sourit d'un air sombre. Pendant que les politiciens débattaient de la reddition, la base industrielle de l'humanité se transformait silencieusement en machine de guerre.
Ils se sont baptisés le Covenant Terrain. Et leur objectif était simple, faire regretter aux extraterrestres d'avoir entendu le mot humain. « Parlez-moi des armes », dit Marcus. Le Dr Kim activa un écran holographique. Nous avons analysé chaque seconde de l'émission extraterrestre. Leurs rayons de désintégration moléculaire fonctionnent en perturbant les liaisons atomiques. Nous avons développé des contre-mesures. L'écran présentait des schémas techniques inédits pour Marcus. Le protocole Genesis crée des essaims de constructeurs auto-réplicateurs. Chaque unité est de la taille d'un grain de sable. Ils consomment de la matière et se construisent de plus en plus de manière exponentielle. Expérimentalement, comment? Demanda l'amiral Wang. Un essaim peut engloutir un petit astéroïde et le transformer en 1 milliard d'autres en 6 heures environ. Ces milliards d'essaims peuvent engloutir une lune et devenir 1000 milliards d'essaims en 12 heures. Marcus se pencha. Et ensuite, ils continueront de croître jusqu'à ce qu'on leur dise d'arrêter, ou jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de matière à consommer. La pièce était silencieuse. Même les officiers militaires les plus endurcis semblaient mal à l'aise. Le docteur Vasquez parlait prudemment. « Elena, vous parlez d'une arme capable de détruire des systèmes solaires entiers. » « Oui, » répondit le Dr Kim sans émotion. « C'est exactement ce dont je parle. Les extraterrestres ont démontré qu'ils commettraient un génocide par convenance politique. Notre réponse doit faire comprendre que menacer l'humanité a un prix qu'aucune espèce rationnelle ne serait prête à payer. » Marcus regarda autour de la table. Ces gens avaient tous perdu un proche lors des massacres de la colonie. La sœur du Dr Kim était sur Nouvelle-Terra. Le fils de l'amiral Wang était stationné sur Haven Prime. La femme du colonel Park était venue rendre visite à Kepler. Hope, lorsque les rayons sont tombés, les extraterrestres s'attendent à ce que nous nous battions comme eux, dit Marcus. Vaisseau contre vaisseau, arme contre arme, suivant les règles de la guerre civilisée. Ils ont tort. Nous ne ferons pas leur guerre, nous ferons la nôtre. Il activa un autre affichage. L'opération Alien Extinct comporte 3 phases. Première phase. Nous utilisons les 24 jours qu'ils nous ont accordés pour construire le plus grand système d'armes automatisé de l'histoire galactique. Phase 2. Nous démontrons à l'Empire ce qui arrive quand on assassine 10 milliards d'humains. Phase 3. Nous veillons à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Le docteur Sarah Chen, du Centre de recherche lunaire, leva la main. Marcus, ce que vous décrivez n'est pas une guerre, c'est une extermination. Bien, répondit Marcus. Les extraterrestres nous ont montré les règles en tuant notre peuple. Ni pitié, ni prisonniers, ni négociation. Ils veulent jouer à des jeux d'extermination. Voyons voir s'ils apprécient d'être la cible. Au cours des 3 jours suivants, les plans du Covenant prirent forme. Chaque installation humaine, au-delà de la Terre, fut secrètement convertie à la production d'armes. Les vaisseaux miniers d'astéroïdes d'Astéro devinrent des usines mobiles, les stations de recherche des laboratoires d'armement. Les chantiers navals commerciaux commencèrent à construire des vaisseaux conçus pour un seul but, transportant des essaims de genèse vers des mondes extraterrestres. Les politiciens sur Terre poursuivirent leur débat, ignorant que la véritable réponse de l'humanité était déjà en marche. Le Covenant utilisa. La bureaucratie gouvernementale elle-même les opposait, dissimulant la production militaire sous des contrats civils et des subventions de recherche. Le Dr Kim travaillait 18 heures par jour à perfectionner les essaims Genesis. Les premiers prototypes étaient rudimentaires, à peine reproductibles. Les nouvelles versions étaient d'élégantes machines à tuer, chacune contenant les instructions complètes pour construire tout, des simples constructeurs aux plateformes d'armes avancées. La beauté du système, expliqua-t-elle à Marcus, réside dans son adaptabilité. Si les extraterrestres déploient des boucliers énergétiques, les essaims construisent des armes pénétrantes. S'ils utilisent des télédéfenses cinétiques, les essaims développent une technologie de phasage. Les essaims apprennent de chaque rencontre et partagent ces connaissances avec tous les autres essaims du réseau. L'amiral Wang a coordonné les commandants militaires de tout le système solaire. « Nous ne construisons pas une marine, leur a-t-elle dit. Nous construisons
une épidémie. Chaque vaisseau, chaque arme, chaque système est conçu pour se propager et se multiplier. Pensent les extraterrestres. En termes de flotte et de territoire. Nous devons penser en termes de flotte et de territoire. Nous devons penser en termes d'infection et de croissance. Les vaisseaux extraterrestres en orbite autour de la Terre surveillaient l'activité humaine grâce à des capteurs sophistiqués, mais ils ne voyaient que ce que les Covenants voulaient qu'ils voient. Opérations minières accrues. Recherche sur le développement de la ceinture d'astéroïdes. Des navires civils transportent des fournitures entre les colonies. Le haut administrateur Zélix examina les rapports quotidiens de son vaisseau amiral. Les humains se comportent comme prévu, déclara-t-il à son état-major. L'augmentation de l'activité économique suggère qu'ils rassemblent des ressources pour le paiement du tribut. Il n'y a aucun signe de renforcement militaire. Qu'en est-il des transmissions radio entre leurs colonies ? Demanda son officier de renseignement. Trafic commercial. Il coordonne les opérations minières et les transferts de ressources. Primitifs, mais efficaces pour leur niveau technologique, Zélix était satisfait. La démonstration avait parfaitement fonctionné. Les humains se soumettaient sans recourir à la violence. Bientôt, ils fourniraient un flux constant de tribus et de main-d'œuvre à l'Empire. Il ignorait que chaque transmission commerciale était en réalité une communication militaire cryptée. Les Covenants utilisaient des fréquences civiles et des phrases codées commerciales pour coordonner le plus grand programme de fabrication d'armes de l'histoire de l'humanité. Sur Mars, le docteur Vasquez observait ces usines fonctionner toute la nuit. Les machines qui avaient autrefois construit des dômes d'habitat construisaient désormais des véhicules de déploiement Genesis. Les chaînes de montage qui produisaient auparavant des équipements miniers fabriquaient désormais des contrôleurs d'essaim. Combien ? Demanda Marcus lors de leur briefing quotidien. La cadence de production actuelle est de 50 000 unités par jour, et elle augmente avec l'arrivée de nouvelles usines. D'ici le jour du déploiement, nous en aurons environ une. 2 millions de graines Genesis prêtes à être dispersées. Marcus fit le calcul mental. Chaque graine pourrait engloutir un petit astéroïde et se transformer en 1 milliard d'essaims. Chacun de ces milliards pourrait engloutir une lune et devenir un billion. Les chiffres perdirent tout sens après quelques générations. Une liste de cibles ? Demanda-t-il. Le colonel Park fit apparaître une carte du ciel. Les services de renseignement ont identifié 47 mondes de l'Empire à notre portée opérationnelle. Nous les frapperons simultanément pour empêcher toute alerte d'atteindre d'autres systèmes. Population ? Demanda Marcus à voix basse. On estime à 890 milliards le nombre d'êtres conscients sur l'ensemble des mondes ciblés. Le silence retomba dans la salle. Il prévoyait de tuer près de 900 milliards de civils extraterrestres, soit près de 100 fois plus que ce que l'Empire avait tué. Le Dr Kim prit la parole en premier. Ils commencèrent. Ils ont choisi le génocide comme tactique de négociation. On parle leur langage. L'amiral Wang hocha lentement la tête. Si on ne les frappe qu'au assez fort pour anéantir leur volonté de combattre, ils reviendront avec des flottes plus imposantes. Il faut mettre fin définitivement à la menace. Marcus observa chaque visage autour de la table. C'étaient des gens bien, des scientifiques et des officiers qui avaient consacré leur vie à la protection de l'humanité. 3 semaines. Auparavant, aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer planifier un génocide. Mais 10 milliards d'humains morts avaient le don de changer le regard des gens. Vote final, déclara Marcus. Tous en faveur de l'opération Alien Extinct. Toutes les mains se levèrent. Puisse Dieu nous aider tous, murmura Marcus, parce qu'après cela, nous serons les monstres. 5 jours avant l'échéance de l'Empire, les essaims Genesis furent lancés depuis des installations secrètes à travers le système solaire. Des milliers de petits vaisseaux rapides quittèrent l'espace humain, chacun transportant des millions d'armes microscopiques. Leur destination était des mondes de l'Empire à des centaines d'années-lumière. Les extraterrestres détectèrent les lancements, mais les attribuèrent à des vaisseaux de réfugiés fuyant l'assujettissement imminent de la Terre.
Des capteurs à longue portée indiquèrent les vaisseaux. Étaient trop petits pour transporter des armes ou des troupes importantes. Ô administrateur! Zalix était ravi de l'arsenal du docteur Raj. Elena Kim se tenait dans son laboratoire, profondément sous la surface lunaire, observant sa création faire ses premiers pas vers l'existence. L'essaim de Genèse se déplaçait tel du métal liquide sur le sol de la chambre d'essai, consumant tout sur son passage et se développant davantage. La température est stable à 200 degrés, rapporta son assistant. L'essaim maintient un taux de réplication optimal malgré le stress thermique. Elena acquiesça. Les premières versions étaient fragiles, incapables de fonctionner dans des environnements extrêmes. Ces nouveaux modèles pourraient fonctionner dans le vide spatial, sous la chaleur des couronnes stellaires ou sous la pression écrasante des atmosphères des géantes gazeuses. Ils étaient conçus pour survivre à tout ce que la galaxie pouvait leur infliger. Faites le test d'intelligence, ordonna Elena. Son assistante activa un système défensif qui tira des lasers sur l'essaim. Pendant 3 secondes, les minuscules machines moururent aussi vite qu'elles se répliquaient. Puis quelque chose changea. L'essaim commença à construire des surfaces réfléchissantes, renvoyant l'énergie laser à sa source. Lorsque cela s'est avéré insuffisant, il a commencé à construire de petites armes à projectiles pour détruire les émetteurs laser. Temps d'adaptation, 4,7 secondes, a rapporté l'assistant. L'essaim apprend plus vite que les générations précédentes. Elena sourit froidement. Chaque unité Genesis contenait le savoir accumulé par chaque génération précédente. Lorsqu'ils rencontraient de nouvelles menaces, ils partageaient instantanément leurs solutions sur l'ensemble du réseau. Un ennemi pouvait vaincre un essaim grâce à une technologie supérieure, mais tous les autres essaims savaient immédiatement comment contrer cette même technologie. « Et les codes de terminaison ?» demanda Elena. « Tous les essaims répondent correctement aux commandes d'arrêt, cependant ?» L'assistant hésita. Mais quoi? Les essaims ont commencé à modifier leur propre programmation. Ils gagnent en efficacité dans la consommation de ressources et la production d'armes. Ils suivent toujours leurs directives fondamentales, mais les interprètent avec plus de créativité. Elena fronça les sourcils. Ce n'était pas totalement inattendu. Les essaims Genesis étaient maintenant conçus pour s'adapter et s'améliorer. Mais ils devaient rester sous contrôle humain et effectuer un diagnostic complet. Je veux savoir précisément quels changements ils opèrent. Pendant que son équipe travaillait, Elena reçut un message prioritaire de Marcus Rivera. La transmission était cryptée avec des codes changeant toutes les heures, dissimulés dans des mises à jour de maintenance de routine de l'équipement d'extraction lunaire. Le déploiement de Genesis est prévu dans 72 heures. Le message de Marcus disait « Vos enfants sont-ils prêts pour leur premier jour d'école ?» Elena regarda sa création par la fenêtre blindée. L'essaim avait englouti la moitié de la chambre de test et construisait maintenant ce qui ressemblait à des usines miniatures. Dans ces usines, il construisait des versions plus avancées de lui-même. « Mes enfants sont prêts », murmura-t-elle. La question est de savoir si la galaxie est prête à les accueillir. 3 niveaux au-dessus du laboratoire d'Elena, le colonel James Park coordonnait les opérations avec les unités militaires de tout le système solaire. Son écran affichait l'emplacement de 47 vaisseaux humains, chacun transportant des millions de graines de Genesis vers des mondes extraterrestres. « Whisper 7, rapport d'état », dit-il dans son micro. « Whisper 7 est à 60 heures de la cible », répondit-il. « La charge utile. Genesis est sécurisé et entièrement chargé. Aucun contact extraterrestre détecté. Park est passé au vaisseau suivant. Whisper 15 rapporte l'état. Whisper 15 approche de la limite extérieure du système cible. Les capteurs indiquent un trafic extraterrestre important autour de la 4e planète. On dirait un important centre de population, comme les renseignements l'avaient prédit. Park n'éprouvait aucune satisfaction à cette nouvelle. Chaque planète cible abritait des milliards de civils extraterrestres, des familles, des enfants, des civilisations entières qui n'avaient rien à voir avec la décision de massacrer les colonies humaines. Dans 3 jours, ils seraient tous morts. N'oubliez pas, il a annoncé à tous les vaisseaux
de maintenir le silence radio après le déploiement. Les essaims se chargeront de tout à partir de ce moment. Votre mission est de rentrer et de signaler le succès. Park ferma le canal et fixa son écran tactique. 47 points rouges indiquaient des vaisseaux humains transportant des armes de destruction massive en direction de mondes extraterrestres sans méfiance. Dans 72 heures, ces points deviendraient les points névralgiques du plus grand génocide de l'histoire galactique. Ses mains tremblaient. Park avait combattu dans 3 guerres différentes, commandé des frappes orbitales contre des cibles militaires et pris des décisions de vie ou de mort pour des milliers de soldats. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas la guerre, c'était l'extermination. Un nouveau message apparut sur son écran. « James, voici Marcus. Je sais ce que tu penses. Rappelle-toi pourquoi on fait ça. » Park activa une vidéo qu'il avait regardée des dizaines de fois. Elle montrait les missions extraterrestres au moment de la mort de Nuterra. Il pouvait voir les villes disparaître une à une. Quelque part dans ces villes se trouvait la sœur de sa femme et ses 2 jeunes enfants. « Rappelle-toi pourquoi nous faisons cela », se répéta Park, avant de retourner coordonner la vengeance de l'humanité. Sur Mars, le docteur Sarah Vasquez parcourut le complexe industriel 7. Observant les machines qui fabriquaient autrefois des équipements pacifiques, produire désormais des instruments de guerre. Les chaînes de montage évoluaient avec une précision irréprochable, créant des véhicules de déploiement Genesis à un rythme d'un toutes les 30 secondes. « Madame, » lança son contremaître, « nous recevons des rapports des autres complexes. La production est en avance sur le calendrier sur toutes les lignes, » acquiesça Sarah. Toutes les installations humaines du système solaire tournaient à plein régime. Les vaisseaux d'extraction d'astéroïdes avaient été transformés en plateformes d'armes mobiles. Les stations de recherche produisaient de la matière exotique pour l'amélioration des essaims. Même les installations civiles fournissaient des matériaux et des composants. Amélioration. Même les installations civiles fournissaient des matériaux et des composants. « Et la sécurité ?» demanda Sarah. « Les moniteurs extraterrestres indiquent toujours une activité industrielle normale. Nos programmes de l'heure fonctionnent parfaitement. À leur connaissance, nous ne construisons que du matériel minier et des vaisseaux spatiaux civils. » Sarah observait le paysage rouge de Mars par la fenêtre d'observation de l'usine. Au loin, elle apercevait le mémorial érigé pour les victimes de la colonie. 10 milliards de noms gravés dans la pierre noire, disposés en forme de terre. Tous ceux qui travaillaient dans les usines pouvaient voir ce mémorial. Il leur rappelait pourquoi ils construisaient des armes plutôt que des habitats. « Maintenez la production au maximum », ordonna Sarah. « Et assurez-vous que chaque ouvrier comprenne ce que nous faisons. Si quelqu'un a des doutes, qu'il consulte le mémorial. » Le contremaître acquiesça. « Oui, madame. Pour ce que ça vaut, personne n'exprime de doute. Tout le monde a perdu quelqu'un dans les colonies. C'est la réalité qui a conduit à l'extinction de l'opération Alien. Chaque être humain du système solaire a été touché par le massacre. » Amis, famille, collègues. Chacun connaissait quelqu'un qui avait péri lors de la manifestation extraterrestre. Le désir de vengeance était universel et absolu. En orbite autour de la Terre, le haut administrateur Zelix examinait les derniers rapports de ses équipes de surveillance. L'activité humaine restait élevée, mais dans les limites attendues pour une espèce se préparant à la subjugation. « Monsieur, » rapporta son officier de renseignement, « nous détectons une augmentation du trafic spatial entre les colonies humaines. Devrions-nous enquêter ?» Xélix réfléchit à la question. L'échéance approchait et la conformité humaine semblait assurée. Inutile de les provoquer par une reconnaissance agressive. « Poursuivons la surveillance passive », décida-t-il. S'ils acheminent des ressources vers la Terre en échange du paiement d'un tribut, cela témoigne d'une soumission légitime. Nous ne devons pas interférer avec leurs préparatifs. L'officier des renseignements acquiesça et retourna à son poste. Ni lui, ni Zelix ne réalisaient qu'ils assistaient aux derniers préparatifs de la plus grande opération militaire de l'histoire de l'humanité. Au cœur de la ceinture d'astéroïdes,
la capitaine Lisa Chang effectuait les dernières vérifications de la cargaison de son vaisseau. Le Whisper 23 était officiellement répertorié comme un transporteur de minéraux. Mais sa soute contenait 50 millions de graines Genesis programmées avec les protocoles JADES. Destruction complète de Kappa, la cible extraterrestre désignée. Capitaine, son ingénieur rapporta que les unités Genesis présentaient une activité inhabituelle. Ils semblent communiquer entre eux. Et c'est. Lisa fronça les sourcils. Les essaims n'étaient pas censés s'activer avant le déploiement. Quel genre de communication? Échange de données. Ils partagent des informations tactiques et mettent à jour leur programmation. On dirait qu'ils se préparent au combat. Lisa activa son système de communication sécurisé et envoya un message codé au colonel Park. Contrôle, ici Whisper 23. La cargaison montre des signes d'activation prématurée. Demandez des instructions. La réponse est arrivée en quelques minutes. Whisper 23, c'est un comportement normal. Les unités Genesis sont conçues pour se préparer à un déploiement optimal. N'interférez pas avec leurs préparatifs, sauf si elles tentent de rompre leur confinement. Lisa a fermé le canal et a consulté les relevés de sa soute. Les SM Genesis étaient bel et bien actifs, consommant de petites quantités de matière et construisant de nouvelles structures. Ils se préparaient à ce qui allait arriver. « Capitaine », annonça son navigateur, « nous approchons de la limite du système cible. Le trafic extraterrestre est intense. On dirait une route commerciale majeure. » Lisa se dirigea vers la passerelle et observa son écran tactique. Des centaines de vaisseaux extraterrestres circulaient entre les planètes du système cible, transportant marchandises et passagers dans un commerce pacifique. Ils ignoraient que la mort approchait à une vitesse proche de la lumière. « L'heure du déploiement ?» demanda Lisa. « 16h37. » Lisa acquiesça et retourna dans sa salle de préparation. Elle avait une lettre à écrire, une lettre qui serait transmise à la Terre une fois la mission terminée. Cela expliquerait à sa famille pourquoi elle avait participé au génocide, pourquoi elle avait aidé. La moisson commence. La capitaine Lisa Chang regarda son chronomètre décompter les dernières 13 minutes. Dans 30 secondes, le Whisper 23 atteindrait le point de déploiement au-dessus de la cible Kappa, une planète extraterrestre de 4,2 milliards d'habitants. Dans 31 secondes, ses habitants commenceraient à mourir. « Capitaine », annonça son navigateur, « nous sommes en position. La planète cible est juste en dessous de nous. » Lisa observa le magnifique monde bleu-vert sur son écran principal. Il ressemblait étrangement à la Terre, avec ses nuages blancs tourbillonnant au-dessus de vastes océans et continents. Elle pouvait voir les lumières des villes du côté obscur, des millions de familles extraterrestres vacant à leurs occupations nocturnes. « Déployez les SM Genesis !» ordonna Lisa. Son officier d'armement appuya sur un simple bouton. 50 millions de machines microscopiques s'éjectèrent de la soute du vaisseau, invisibles aux capteurs extraterrestres. Les SM entamèrent aussitôt leur descente vers la surface de la planète, se déployant pour couvrir une zone maximale. « Déploiement réussi », rapporta l'officier d'armement. « Tous les essaims sont actifs et suivent les paramètres programmés. » Lisa hocha la tête et activa son système de navigation. « Ramène-nous à la maison, vitesse maximale. » Alors que le Whisper 23 s'éloignait de la cible Kappa, les SM Genesis atteignirent la surface de la planète. Ils atterrirent dans des forêts, des cités océaniques et des zones sauvages. Chaque essaim commença aussitôt à consommer la matière locale, sol, plantes, bâtiments, tout ce qui était disponible, et à le convertir en d'autres copies de lui-même. À la surface de la planète, la population extraterrestre ignorait tout de ce qui se passait. Les essaims étaient trop petits pour être visibles et ne faisaient aucun bruit en travaillant. Le premier signe de problème apparut lorsqu'un garde forestier remarqua que les arbres se transformaient en poussière grise sans raison apparente. Lorsque les scientifiques extraterrestres détectèrent les essaims, il était déjà trop tard. Chaque essaim s'était reproduit 1000 fois. Ces 1000 étaient devenus 1 million. Le million était devenu 1 milliard.
La vague grise de destruction se propagea à la surface de la planète, plus vite qu'aucune réaction organique ne pouvait l'égaler. L'amiral Kelson, de la 3e flotte zéphirienne, reçut le premier appel de détresse alors qu'il examinait les rapports de patrouille de routine à bord de son vaisseau amiral en orbite autour d'un autre système stellaire. « Amiral, dit son officier de communication, nous recevons une transmission d'urgence de Kappa 7, difficile à comprendre. Passez-la, ordonna l'amiral Kelson. La voix qui parvint dans les haut-parleurs était paniquée et brisée par des parasites. Une arme inconnue rongeait tout. Les villes ont été détruites. Évacuation immédiate requise. Déjà des millions de morts. L'amiral Kelson fronça les sourcils. Kappa 7 était une planète commerciale pacifique, sans aucune menace militaire dans la région. Sont-ils attaqués? Qui les attaque? Inconnu, monsieur. La transmission s'interrompt ensuite. Nous avons perdu tout contact avec la planète. L'amiral Kelson activa ses capteurs longue portée et les pointa vers le système Kappa. Ce qu'il voyait n'avait aucun sens. La planète était toujours là, mais sa signature énergétique était erronée. Au lieu des schémas électromagnétiques habituels d'un monde peuplé, il ne voyait que la lueur froide d'une machine automatisée. « Depuis combien de temps avons-nous perdu le contact ?» demanda-t-il. « 47 minutes, monsieur. 47 minutes. » En moins d'une heure, une planète entière était devenue silencieuse. L'amiral Kelson n'avait jamais entendu parler d'une arme capable de détruire un monde aussi rapidement. Signala la flotte. Direction Kappa 7 immédiatement. Vitesse maximale. Ce que l'amiral Kelson ignorait, c'est que 46 autres mondes extraterrestres subissaient le même sort au même moment. Les humains avaient coordonné leur attaque pour frapper toutes les cibles simultanément, empêchant toute alerte d'atteindre le commandement de l'Empire. Sur la cible Mu, une planète fortement industrialisée de 12 milliards d'habitants, les essaims de Genesis trouvèrent un environnement propice à leur croissance. Les usines de la planète fournissaient des matières premières en abondance, et ces systèmes automatisés étaient facilement corrompus et transformés en installations de production d'essaims. Les travailleurs extraterrestres tentèrent de riposter lorsqu'ils comprirent de ce qui se passait, mais leurs armes étaient inefficaces face à un ennemi invisible. Les fusils à plasma et les faisceaux d'énergie n'étaient rien pour des machines microscopiques capables de se dissimuler dans des particules de poussière ou à l'intérieur de leurs propres équipements. En 6 heures, toute la base industrielle de Target Mu avait été transformée en usine de production Genesis. Les essaims construisirent des versions agrandies d'eux-mêmes, puis des versions vasculaires d'eux-mêmes, puis des vaisseaux pour se transporter vers d'autres mondes. La planète qui exportait autrefois des produits manufacturés vers des dizaines de systèmes stellaires n'exportait désormais que la mort. Le haut administrateur Zélix examinait les évaluations des tribus lorsque les rapports d'urgence commencèrent à affluer. Au début, il les attribua à des incidents isolés ou à des erreurs de communication. 47 mondes différents ne pouvaient pas être attaqués simultanément, puis les capteurs longue portée ont confirmé l'impossible. 47 stations de 47 systèmes stellaires présentaient des signes d'activité industrielle massive, là où s'étaient autrefois développées des civilisations florissantes, et parfois même des lunes entières, transformées en matières premières pour des projets de construction inconnus. Monsieur, a rapporté son chef du renseignement, nous détectons d'importantes formations navales lancées depuis les systèmes affectés. Des milliers de vaisseaux se dirigeant tous vers d'autres mondes impériaux. Zélix sentit une froide compréhension s'insinuer dans son esprit. Ce n'était pas une catastrophe naturelle, ni un dysfonctionnement matériel. C'était une attaque, un assaut coordonné d'une ampleur sans précédent. « Qui a pu faire ça ?» demanda-t-il. « Quelle espèce possède une telle technologie ?» Son chef des renseignements activa un écran holographique affichant le schéma de l'attaque. « Monsieur, l'analyse temporelle suggère que les attaques ont été lancées depuis l'espace habité il y a environ 86 heures. Les calculs de trajectoire correspondent aux capacités des vaisseaux humains. » Zélik fixa l'écran. « C'est impossible. Les humains sont une espèce primitive dotée d'une technologie minimale. Ils ne pourraient pas détruire 47 mondes en 6 heures.
Monsieur, les preuves suggèrent le contraire. Et il y a autre chose. Nous avons détecté d'énormes signatures énergétiques dans l'espace humain. Leur production industrielle a augmenté de plusieurs milliers de pourcents le mois dernier. L'horrible vérité commençait à poindre pour Zélix. Pendant que l'Empire attendait la reddition humaine, les humains se préparaient à la guerre. Pas n'importe quelle guerre. Une guerre totale d'une ampleur telle que la démonstration de l'Empire paraissait insignifiante. Combien de victimes demanda Zélix à voix basse. Les estimations actuelles font état de 890 milliards de citoyens impériaux morts ou disparus. Les mondes touchés ne montrent aucun signe de survie. 890 milliards de morts. Les humains avaient en réagi à la perte de 10 milliards, en tuant près de 100 fois plus de citoyens impériaux. C'était mathématiquement insensé, militairement impossible et absolument terrifiant. Qu'en est-il de nos flottes dans ces systèmes? Toutes détruites ou disparues, monsieur. Quelle que soit l'arme utilisée par les humains, elle ne fait pas la distinction entre cibles civiles et militaires. Zélix activa son système de communication d'urgence et envoya une alerte immédiate à toutes les flottes impériales. Ici, le haut administrateur Zélix. L'espèce humaine a lancé une attaque coordonnée contre l'espace impérial. Tous les mondes des secteurs 7 à 23 doivent immédiatement prendre des mesures défensives. Ceci n'est pas un exercice. Mais même en lançant cet avertissement, Zélix savait que c'était probablement inutile. Les humains avaient déjà démontré leur capacité à détruire des mondes plus vite que l'information ne circule entre les systèmes stellaires. Le temps que ces avertissements atteignent leur destinataire, la deuxième vague d'attaque était peut-être déjà en cours. Sur Terre, Marcus Rivera reçut des rapports des 47 vaisseaux d'attaque. Chaque déploiement avait été un succès. Les essaims de Genesis se propageaient dans l'espace impérial tel un virus, consumant tout sur leur passage et construisant toujours plus d'armes. La première phase est terminée, annonça-t-il aux dirigeants covenantériens. Toutes les cibles principales ont été neutralisées. Les essaims se dirigent vers les objectifs de phase 2. Le docteur Elena Kim semblait épuisée, mais satisfaite. Les essaims se comportent mieux que prévu. Ils ont déjà entamé une évolution indépendante, développant de nouvelles stratégies et armes basées sur les défenses impériales. L'amiral Wong a activé un écran tactique montrant l'expansion de la zone de destruction. Les services de renseignement estiment que l'Empire a perdu environ 40% de sa capacité industrielle. Leurs flottes sont en plein chaos et elles détectent d'énormes forces automatisées lancées depuis des mondes engloutis. Marcus hocha la tête. Le plan fonctionnait parfaitement. Trop parfaitement peut-être. La réaction de l'Empire avait été plus lente et moins coordonnée que prévu. Soit ils étaient plus incompétents que ne le laissaient entendre les renseignements humains, soit ils préparaient un événement inattendu. Qu'en est-il des mouvements de la flotte impériale? Demanda Marcus. Le colonel Park répondit depuis sa position à la station de détection. Ils se retirent de toutes leurs positions avancées et se concentrent autour de leurs mondes centraux. On dirait qu'ils cherchent à établir un périmètre défensif. Laissez-les faire, dit Marcus. Les essaims se moquent des périmètres défensifs. Ils vont simplement les détruire et les ajouter à leurs propres forces. Mais tandis qu'il parlait, Marcus ressentait une inquiétude persistante. L'Empire régnait sur la galaxie depuis 10 000 ans. Il devait avoir des plans d'urgence pour de telles menaces. Les humains avaient peut-être réussi la surprise tactique, mais la surprise stratégique était plus difficile à maintenir. « Quelles sont nos estimations pour l'achèvement de la phase 2 » demanda-t-il. Le Dr Kim consulta ses calculs. D'après les taux de croissance actuels des essaims, nous devrions parvenir à la neutralisation totale de la flotte impériale en 6 mois standard. La destruction totale du territoire prendra environ 18 mois. 18 mois pour anéantir un empire s'étendant sur 1000 systèmes stellaires. Marcus aurait dû éprouver de la satisfaction à cette projection, mais il n'éprouva qu'une détermination froide.
Les extraterrestres avaient déclenché cette guerre en massacrant 10 milliards d'humains. L'humanité y mettrait fin en s'assurant que l'Empire ne puisse plus jamais menacer qui que ce soit. Le dernier Empire. 6 mois s'étaient écoulés depuis que les premiers essaims de Genesis avaient atteint leur cible. Le haut administrateur Zélix se tenait au centre de commandement du monde capital impérial, observant les démonstrations tactiques qui montraient l'effondrement progressif de sa civilisation. Les zones rouges indiquaient les systèmes devenus silencieux. Les zones jaunes indiquaient les mondes attaqués par les machines humaines, invincibles. Les zones vertes indiquaient les quelques bastions impériaux restants, un îlot de civilisation en déclin dans un océan de mort mécanique. Rapport de situation, ordonna Zélix à son état-major. Le général Vasque, commandant de ce qui restait de la marine impériale, s'avança. Son uniforme, autrefois impeccable, était froissé et taché par la fatigue. « Monsieur, nous avons perdu le contact avec 12 autres systèmes la semaine dernière. Le total des pertes confirmées s'élève désormais à 847 systèmes stellaires. 847 systèmes. L'Empire contrôlait autrefois plus d'1 millier de mondes. Il n'en restait plus qu'une centaine, la plupart assiégés par des essaims qui se renforçaient à chaque planète qu'ils envahissaient. La flotte demanda Zélix, même s'il savait déjà que la réponse serait sombre. Il nous reste 23 000 vaisseaux concentrés autour des mondes centraux. Mais, monsieur, le général Vasque hésitait. Les flottes ennemies se comptent désormais par millions. Chaque monde qu'ils prennent devient un chantier naval. Chaque vaisseau perdu devient la matière première de leur construction. Zélix hocha la tête d'un air sombre. Les humains avaient ni créé l'arme parfaite, une arme qui devenait plus puissante en dévorant ses ennemis. La stratégie militaire traditionnelle était vaine face à un adversaire qui transformait chaque victoire en une croissance exponentielle. Qu'en est-il des autres espèces? Y en a-t-il parmi elles qui seraient prêtes à nous aider? La République altarienne a proposé d'accueillir des réfugiés impériaux, mais refuse tout engagement militaire. L'Alliance Centauri a entièrement fermé ses frontières. L'hégémonie de cristal. Le général Vasque marqua une pause. L'hégémonie de cristal a officiellement noué des relations diplomatiques avec l'Alliance Terrain. Cette nouvelle frappa Zélix comme un coup dur. L'hégémonie de cristal était alliée à l'Empire depuis 3000 ans. S'il négociait avec les humains, cela signifiait qu'ils s'attendaient à la défaite de l'Empire. Les humains ont-ils formulé des exigences? Demanda Zélix. Des conditions de paix? Son chef des renseignements, l'administrateur Yolix, activa un écran holographique. « Monsieur, nous avons intercepté des communications humaines. Leur position semble absolue. Autrement dit, ils ne sont intéressés ni par des tributs territoriaux ni par des concessions politiques. Leur objectif déclaré est ce qu'ils appellent l'opération Alien Extinct, l'élimination complète des capacités militaires impériales et la prévention permanente de toute menace future pour l'espace humain. » Zélix fixait l'écran tactique. Les humains ne cherchaient pas à conquérir l'Empire. Ils cherchaient à l'anéantir. Non pas pour des ressources ou un territoire, mais simplement pour assurer leur survie. Avons-nous essayé de communiquer directement avec eux? Plusieurs tentatives. Monsieur, ils ne répondent pas aux propositions diplomatiques. Lorsque nous leur avons transmis des offres de reddition, ils les ont tout simplement ignorées. Compte tenu de leur comportement, ils les ont tout simplement ignorés. Compte tenu de leur comportement, nous pensons qu'ils ont l'intention de poursuivre leurs activités jusqu'à ce que l'Empire disparaisse en tant qu'entité politique. Une nouvelle alarme retentit au centre de commandement. Le général Vasque se précipita vers la station de détection et son visage pâlit. « Monsieur, nous détectons d'importantes formations ennemies entrant dans le système extérieur. Les premiers chiffres suggèrent que plus de 100 000 vaisseaux approchent de la capitale. » Zélix observait sa magnifique capitale par la fenêtre principale du centre de commandement. Des milliards de citoyens de dizaines d'espèces vivaient dans ces tours étincelantes. La plupart étant des civils sans aucun lien avec les décisions militaires qui avaient déclenché cette guerre. « État d'avancement de l'évacuation » demanda-t-il. « Les transports civils partent aussi vite que nous pouvons les charger.
Mais les navires ne sont pas assez nombreux pour évacuer toute la population. Nous pourrions économiser 10%. Avant l'arrivée de l'ennemi, 10%. Cela signifiait que 9 milliards de citoyens impériaux mourraient lorsque les humains atteindraient la capitale. Tout comme les colons humains étaient morts lorsque l'Empire avait démontré sa puissance. Combien de temps avant leur arrivée demanda Zélix. 18 heures, monsieur. Zélix ferma les yeux et réfléchit à la décision qui les avait menés là. L'Empire avait détruit 3 mondes humains pour faire passer un message sur sa puissance. Les humains avaient réagi en détruisant près d'1 millier de mondes impériaux pour faire passer un message sur la détermination humaine. « Monsieur, dit doucement le général Vasque, il y a une option que nous n'avons pas encore évoquée. » Zélix le regarda. « Quelle option ?» L'Empire a des protocoles d'urgence pour la stérilisation totale du système. Si nous faisons exploser l'étoile capitale, cela détruira les flottes humaines en approche et nous-mêmes. L'idée était folle, mais logique. Les humains utilisaient la technologie impériale capturée pour construire leurs vaisseaux. Si l'Empire pouvait leur refuser l'accès aux ressources du système capital, cela pourrait ralentir suffisamment leur progression pour permettre aux autres espèces de résister efficacement. « Combien de vaisseaux cela détruirait-il » demanda Zélix. Les estimations prudentes évoquaient entre 100 000 et 150 000 vaisseaux ennemis. Ce serait la plus grande défaite qu'ils aient jamais subie. Zélix réfléchit à la proposition. Cela signifierait la mort de tous. Dans le système de la capitale, près de 15 milliards de citoyens impériaux. Mais ces citoyens allaient mourir de toute façon à l'arrivée des machines humaines. Au moins, de cette façon, leur mort pourrait servir à quelque chose. « Commencez les préparatifs », ordonna Zélix, « mais n'exécutez pas sans mon ordre direct. » Alors que son équipe préparait le sacrifice ultime, Zélix reçut un message inattendu. Son officier de communication, perplexe, annonça « Monsieur, nous recevons une transmission de l'espace humain. Elle vous est adressée personnellement. Transmettez-la. » L'écran holographique s'activa, montrant l'image d'un homme en uniforme militaire. Il paraissait fatigué mais déterminé, avec l'allure de quelqu'un qui a porté de terribles fardeaux. « Bonjour, administrateur Zélix, » dit l'humain. « Je suis Marcus Rivera, coordinateur militaire de l'Alliance terrienne. Je transmets ce message pour que vous compreniez ce qui va se passer. » Zélix se retrouva face à l'architecte de la destruction de sa civilisation. L'humain avait l'air remarquablement ordinaire pour quelqu'un qui avait orchestré le plus grand génocide de l'histoire galactique. « Vous avez démontré votre puissance impériale en assassinant 10 milliards de civils, » poursuivit Marcus. « Nous avons clairement reçu ce message. Nous vous envoyons maintenant notre réponse. Chaque monde impérial sera consumé. Chaque vaisseau impérial sera détruit. Chaque citoyen impérial qui ne pourra s'échapper vers l'espace neutre mourra. Ce n'est pas négociable. » La transmission s'interrompit et Zélix vit quelque chose d'inattendu dans le regard de l'humain. Ni haine ni colère, mais une profonde tristesse. « Je veux que tu saches que cela ne nous fait aucun plaisir, » dit Marcus. « Avant ton attaque, l'humanité était une espèce pacifique. Nous avons bâti des colonies pour abriter des familles, pas des armées. Nous avons exploré l'espace pour étendre nos connaissances, pas notre territoire. Tu nous as transformés en monstres en nous montrant que la galaxie ne respecte que la force écrasante. » Un autre silence. Quand Marcus reprit la parole, sa voix tépieuse était plus dure. « Mais nous avons bien retenu la leçon. Nous avons appris que pour survivre, il faut être plus dangereux que ses ennemis. Nous avons appris que la pitié est un luxe que les espèces ne peuvent se permettre face à l'extinction. Nous avons appris que le seul moyen d'assurer la sécurité de nos enfants est de veiller à ce que des espèces comme la vôtre ne puissent plus jamais les menacer. » La transmission s'est terminée, laissant Zélix face à un écran vide. L'humain n'avait proposé aucune condition, aucune négociation, aucun espoir de survie. Juste une explication calme de la mort de l'Empire. Juste une explication calme de la mort de l'Empire. « Monsieur, » rapporta le général Vasque, « les charges de détonation stellaire sont en position. Nous pouvons les exécuter sur votre ordre. »
Zélix jeta un dernier coup d'œil à son écran tactique. Les flottes humaines se répandaient dans tout le système, leur nombre augmentant à mesure que de nouveaux vaisseaux arrivaient en des mondes consumés. Bientôt, ils commenceraient la destruction systématique de tout ce que l'Empire avait bâti pendant 10 000 ans. Les vaisseaux d'évacuation sont-ils prêts demanda-t-il. Le dernier transport civil a franchi la frontière du système il y a 7 minutes, monsieur. Xélix hocha la tête et ouvrit un canal de communication à l'échelle de la flotte. À toutes les forces impériales, ici le haut administrateur Exélix. Aujourd'hui marque la fin de notre empire. Mais marque la fin de notre empire, mais pas la fin de notre résistance. Nous montrerons à ces humains que notre destruction a un prix. Il se tourna vers le général Vasque. Exécutez une détonation stellaire. L'étoile capitale explosa dans un éclair de lumière visible depuis les systèmes. Voisines. La réaction de fusion massive a tout consumé dans un rayon de 50 milliards de kilomètres. Planète, Lune, station spatiale et 127 000 vaisseaux humains qui s'apprêtaient à exploiter les ressources du système. Lorsque la lumière s'est éteinte, il ne restait plus que des nuages de gaz surchauffés et des débris en expansion. Marcus Rivera a reçu le rapport de la destruction du système capital alors qu'il examinait les rapports de renseignement dans son centre de commandement sur Terre. La perte de plus de 100 000 vaisseaux Genesis fut significative, mais pas décisive. Les essaims s'étaient déjà propagés à suffisamment de systèmes pour pouvoir remplacer ces pertes en quelques semaines. Impressionnant, dit-il à son équipe. Ils ont choisi la destruction mutuelle plutôt que la reddition. Je respecte cela. Le docteur Elena Kim leva les yeux de ses écrans techniques. Les essaims adaptent déjà leur tactique en fonction de cette évolution. Ils mettent en œuvre des schémas de déploiement distribués pour éviter des pertes similaires. L'amiral Wang a activé un affichage stratégique montrant l'état actuel de la galaxie. Avec la destruction de la capitale impériale, la résistance organisée s'est effondrée. La plupart des restes impériaux,